On vit dans des sociétés où l'école a le monopole du tri des individus. Au fond, c'est ça l'emprise scolaire, c'est de dire aujourd'hui, l'école est la machine qui va trier les gens pour leur donner des qualifications grâce auxquelles ils auront des emplois plus ou moins qualifiés, plus ou moins bien payés, etc. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Doit-on tout attendre de l'école ? L'école peut-elle régler tous les maux de la société ? L'école est-elle une machine qui essore ou qui promeut ? Ce sont les questions que s'est posées dans son nouvel essai François Dubé, sociologue et professeur émérite à l'Université de Bordeaux. François vient de coécrire un livre sur l'emprise scolaire avec Marie Duru-Bellin, avec pour sous-titre « Quand trop d'écoles tue l'éducation ». Il est aussi spécialiste des inégalités scolaires en France. Dans cet entretien, François démontre que l'ouverture massive de l'école à toute la population a créé plusieurs décennies plus tard un fort sentiment de déclassement et de rejet de l'école. Alors, quelle solution pour rendre sa noblesse à l'école, pour aider les élèves à reprendre confiance en eux et sortir de l'école, non pas avec plus de diplômes, mais avec un véritable savoir qui les préparera à la réalité du monde de l'entreprise. J'ai adoré comprendre le système scolaire, ses effets positifs, mais ses faces cachées aussi, et j'espère que cet épisode vous touchera autant qu'il m'a plu. Bonjour François. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans le podcast de la matrescence, donc bienvenue. On va parler d'éducation, vous êtes un grand spécialiste de la question. Ma première question c'est, vous avez quel souvenir, vous, de l'école ? L'école que j'ai connue a disparu. L'école que j'ai connue a disparu pour un tas de raisons. C'était une école dans laquelle les destins de classe dominaient, c'est-à-dire les enfants du peuple passaient le certificat d'études, les enfants de la bourgeoisie allaient au lycée, et quelques élèves de plus en plus nombreux, beaux élèves issus de catégories modestes, allaient au lycée, mais ils étaient quand même triés scolairement. Ça, c'est le premier changement, évidemment, c'est très très loin de nous. Et la seconde chose que j'ai connue, c'est une école qui était un sanctuaire scolaire, c'est-à-dire que moi j'ai passé le bac dans les années 60, c'était l'époque des Beatles, des Yéyés, des Stones, de la jeunesse, etc. Mais elle n'entrait pas au lycée. C'est-à-dire qu'au lycée, c'était le lycée de garçons, le lycée de filles, il n'y avait pas d'uniforme, il n'y en a jamais eu. Enfin, vous entriez dans l'école comme on entrait au couvent, d'une certaine façon, et vous repreniez vos habits de jeunes à la sortie de l'école. Donc c'est un monde qui était très différent. Bon, j'en ai pas des souvenirs formidables, c'était quand même un monde ennuyeux, disciplinaire, pas très marrant. Et puis la troisième chose qui a changé, qui dépend pas de l'école, c'était que dans ces années-là, la croissance économique tirait tout le monde vers le haut. Donc quelqu'un comme moi dont les parents n'avaient pas fait d'études, etc., quand il avait le bac, il grimpait automatiquement. C'est-à-dire, socialement, vous grimpez. Dans les années 70-80, la plupart des cadres supérieurs ont le bac, point. Bon. Parce que l'économie tirait les qualifications. Donc, voilà, je n'ai pas un souvenir enchanté de cette école. J'ai un souvenir plutôt enchanté du contexte économique, quand même. Pas de chômage, des diplômes rentables,
Donc c'était plutôt pas mal, mais on reviendra ni à la situation économique, ni à la capacité de dire aux jeunes, vous prenez des uniformes, on sépare les garçons et les filles, on fait le tri. Non, c'est terminé. Ce monde-là a disparu. Bon, personnellement, j'ai pas un souvenir. J'ai un souvenir très agréable mais c'est très difficile de savoir ce que valent les souvenirs. De ma jeunesse, parce que c'était un air de liberté, de libération. Voilà, ça s'est conclu d'ailleurs en mai 68. Mais l'école était un monde Austère. austère, triste, voilà. Mais où un prof pouvait dire, sortez vos cahiers, je dicte et le cours se faisait. Voilà. Qu'aujourd'hui, il peut toujours dire ça se passera pas. C'est pas les mêmes. Voilà. On n'est pas face à la même situation aujourd'hui en 2024. Et pourquoi vous avez voulu devenir sociologue ? La seule chose que je peux dire, c'est que la sociologie, donc j'ignorais complètement l'existence, m'a plu parce que je m'étais plutôt engagé vers la philosophie. Mais comme j'avais fait un bac technique, plutôt un bac difficile d'ailleurs, un bac qui s'appelait maths et technique, j'étais quand même pas très armé. J'étais plutôt bon en philo, mais j'aurais eu des problèmes pour passer le CAPES et la grecque. J'avais jamais fait d'allemand, jamais fait de latin. J'étais quand même pas très. Voilà. Donc je suis allé en socio, où j'ai beaucoup aimé la socio pour 3 raisons. La première, c'est que c'était un monde des idées, que les idées, ça m'intéressait. Télo, comme ça, mais c'était aussi un monde pratique. Il y avait des statistiques, des données. C'était pas, on réfléchissait pas uniquement sur les textes de Kant. Enfin, je veux dire, on collait au monde tel qu'il était. Et puis, la troisième chose qui m'a plu, mais qui plaisait à ma génération, c'est que c'était une autre manière de faire de la politique. Donc, faire de la sociologie et s'engager politiquement, c'était quasiment la même chose. Alors après, pourquoi je suis devenu sociologue ? Le hasard, les circonstances, qui fait qu'un jour, j'ai croisé un prof qui m'a dit, on cherche un sociologue quelque part, si ça t'intéresse, vas-y. Bon, voilà, j'y suis allé. Mais je l'aurais pas croisé, j'aurais peut-être fait autre chose. Il faut se méfier des discours qui vous disent j'avais une vocation précoce. Je crois que c'est des histoires qu'on se raconte. La vocation se fabrique en cours de parcours. Mais le topo sur la vocation précoce, non, je ne savais même pas que ça existait. Voilà, donc, vous avez vu une opportunité, vous l'avez saisie. Voilà. C'est pour ça que je regrette évidemment le climat économique de l'époque. C'est possible, du coup. C'était possible, voilà. Alors, vous avez écrit un nouveau livre, vous en écrivez souvent, je le montre à la caméra, ça s'appelle L'emprise scolaire. Vous l'avez coécrit avec Marie Durubella. Et vous dressez un portrait robot des conséquences de notre système scolaire aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet-là précisément de l'emprise scolaire ? On s'est intéressé à cette question parce que on a le sentiment avec Marie que on a vécu au fond une formidable période de massification scolaire qui a duré 60 ans. C'est-à-dire le taux de bacheliers, d'étudiants a augmenté mécaniquement et considérablement. Je veux dire, le taux de bacheliers a été multiplié par 6, le taux d'étudiants par 8. Enfin, c'est quand même... voilà. Et on a le sentiment qu'on est au bout de cette période, que ça peut plus continuer indéfiniment comme ça. Ça se manifeste d'ailleurs par un tas de traits. Il y a une dévaluation ou une inflation des diplômes. Il y a les vocations des enseignants. Le métier est de plus en plus dur en fait. Donc les vocations déclinent. On a le sentiment que donc on est au terme de cette histoire. Et puis, on a aussi fait le constat, mais qui est un peu banal, mais qu'on fait pas vraiment en réalité, c'est qu'on vit dans des sociétés où l'école a le monopole du tri des individus. Au fond, c'est ça l'emprise scolaire, c'est de dire aujourd'hui, l'école est la machine qui va trier les gens pour leur donner des qualifications grâce auxquelles ils auront des emplois plus ou moins qualifiés, plus ou moins bien payés, etc. Or ça, c'est une révolution. C'est une révolution parce que jusqu'aux années
60, il y a une partie de la population dont le destin dépend des études. Mais pour la plupart des gens, l'école joue en fait pas un très grand rôle. Je veux dire, les enfants de paysans sont paysans parce que leurs parents l'étaient, les enfants d'ouvriers sont ouvriers parce que... Et j'ai envie de dire, puisqu'on est à Codéran, les enfants de la bourgeoisie de Codéran deviennent des bourgeois de Codéran parce que leurs parents sont des bourgeois de Codéran. Aujourd'hui, il faut passer par l'école. Pour être un ouvrier qualifié, il faut passer par l'école. Pour être un bourgeois de Codéran, il faut passer par l'école. Et donc, ça a donné à l'école une emprise sur le destin des individus considérable. Et donc, cette emprise, elle a des effets positifs, parce que ça a ouvert les portes d'un système qui était quand même très fermé. Mais en même temps, elle a mis une pression sur les individus, sur les familles, qui est tout à fait considérable. Si vous êtes convaincu que le destin social de votre enfant se joue en 3e, plus personne ne peut jouer cool. Enfin, il faut se battre, il faut choisir le meilleur établissement, la meilleure filière, etc., etc. Bon. Et donc, c'est un changement quasi anthropologique. Enfin, on le dit dans l'introduction du livre, c'est quasiment aussi considérable que la révolution industrielle. La révolution industrielle, c'est quand même une révolution parce qu'on passe de l'artisanat à l'industrie de masse, ça change le monde. Et ça change aussi complètement le monde. Alors, c'est un thème. Cette critique de l'emprise scolaire est un thème qui est assez fort dans le monde anglo-saxon, anglais et américain. En France, c'est beaucoup plus difficile à faire comprendre et à développer, même si personne ne l'ignore, parce que la France a un rapport très très sacralisé à l'école. En France, l'école doit sauver le monde. C'est ça que vous dites, l'emprise scolaire, c'est que l'école doit tout. L'école doit sauver le monde. Je veux dire, les gamins ont des problèmes de surpoids. Que fait l'école? L'égalité des filles et des garçons, que fait l'école? Que fait l'école chaque fois? Et on attend de l'école qu'elle nous sauve, parce que on a une histoire très particulière en France, qui est que l'école républicaine a été faite pour fonder la République. Disons que jusqu'à Jules Ferry, pour dire les choses globalement, c'est l'Église qui s'occupait de former des croyants, et donc on a fabriqué une école pour qu'elle forme des citoyens. Mais elle les a formés un peu comme on forme des croyants, c'est-à-dire des maîtres ayant de l'autorité, une forme de sacralité, avec un dogme. Une croyance. Alors cette croyance, elle est sympa. Hein, je veux dire, moi, je trouve que c'est bien de croire à l'école, mais c'est peut-être pas bien de tout en attendre, parce que elle ne peut que décevoir. Et d'ailleurs aujourd'hui, si vous regardez le système scolaire français, il me paraît plutôt mieux que celui que j'ai connu. Il est moins inégalitaire, il est moins austère, il est moins autoritaire, enfin, voilà. Mais jamais l'école n'a été autant critiquée, parce que tout se joue à l'école. Alors que, dans les années 50, au fond, l'école ne déterminait pas le destin de la plupart des gens, et au fond, tout le monde aimait bien l'école. Parce qu'on n'attendait pas de l'école qu'elle vous sauve. Voilà. Quand vous parlez au tout début de la massification, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Ça a été sous quelle politique, en fait, on a voulu faire cette massification? La massification, si on voulait la dater, je crois qu'elle commence en 1958. C'est de dire tout le monde doit aller à l'école. Il faut avoir les chiffres. Il faut avoir les chiffres. Hein, je veux dire, en 1950, 5% d'une classe d'âge a le bac. 5%. C'est-à-dire beaucoup moins de bacheliers que d'élèves en classe préparatoire aujourd'hui. La moitié des Français n'ont pas le certificat d'études. Bon. Ce qu'on attend de l'école, c'est qu'elle apprenne à lire et à écrire à tout le monde. Et il y a à côté de cette école républicaine dont on a la nostalgie, Marcel Pagnol, la guerre des boutons, enfin, voilà. Mais ce qui n'est pas une nostalgie absurde, parce que c'est une école qui avait de la gueule, d'une certaine façon. Les enfants de la bourgeoisie faisaient des études souvent payantes au lycée,
Et ils étaient rejoints par ce qu'on appelait les boursiers, c'est-à-dire les très bons élèves d'origine populaire qui étaient tirés vers le haut, mais qui étaient très peu nombreux. C'est-à-dire que l'ascenseur montait, mais très peu de gens l'empruntaient. Et il montait d'ailleurs d'autant plus que très peu de gens l'empruntaient. Ça a été l'école, je dirais, entre Jules Ferry et les années 1950, qui n'a pas tellement bougé. C'est-à-dire qui n'a pas tellement bougé. Les garçons, les filles sont séparés, etc. À partir de 58, on va abolir l'examen d'entrée en sixième, ce qui ne veut pas dire que tout le monde rentre en sixième, mais on ouvre les portes du collège, on ouvre les portes du lycée, on ouvre les portes du lycée, ce qui fait que beaucoup plus d'enfants d'origine populaire vont rentrer au lycée, mais ils sont quand même triés scolairement. Bon, tout le monde n'y va pas. Bon. Et puis ensuite, c'est une sorte de processus naturel, pour dire les choses simplement. Tout le monde va au collège, d'abord. Et puis ensuite, le taux de lycéens augmente. Il atteint 35% en 1985, donc 1 sur 3. Là, Chevènement, en 86, déclare que l'objectif, c'est 80%, parce qu'il a vu au Japon que 80% des Japonais avaient le bac. Et que le Japon, à cette époque, était la star du monde capitaliste, on a ouvert les portes et le taux est monté. L'entrée à l'université a monté. Et d'ailleurs, ça se manifeste par ce paradoxe très étonnant, ce qui fait que plus il y a de candidats au bac, plus le taux de reçus au bac augmente. On aurait pu imaginer qu'il y a de plus en plus de candidats, mais que la sélection est toujours là. Que la sélection est toujours là, voire qu'elle est plus forte, puisque ceux qui arrivent sont a priori moins bons, entre guillemets, que ceux qui étaient déjà là. Or, c'est le contraire qui se passe. Tout le monde y va, et on va à l'université, et aujourd'hui, on voit que la sélection, ça commence vraiment en master. Ça commence vraiment en master. D'ailleurs, en master, on ferme les portes. Alors, la massification, ça a été ça, mais c'est porté par 3 promesses, au fond. Pour ça que c'est très difficile d'y être hostile. La première promesse, évidemment, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire, on ouvre les portes et on dit aux gens, vous tentez votre chance et que le meilleur gagne. Mais tout le monde peut jouer dans le tournoi. Hein, tout le monde peut participer au match. Ce qui est quand même un gros progrès. Je veux dire, aujourd'hui, avoir des parents ouvriers non qualifiés, avoir le bac, c'est pas un exploit. Enfin, je veux dire, c'est bien pour le gamin, mais statistiquement, c'est pas un exploit. Donc, promesse de l'égalité des chances, qui va créer des paradoxes d'ailleurs assez compliqués. La deuxième promesse, qui est une promesse qu'on appelle c'est la promesse du capital humain, c'est-à-dire que on fait l'hypothèse que plus les gens sont scolairement qualifiés, plus ils seront économiquement efficaces. Alors ça, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, si vous voulez, ou c'est le traité de Lisbonne, mais ce qui n'est pas idiot non plus. Donc, plus les gens font d'études, plus ils seront professionnellement compétents, actifs, etc., etc. Et puis la troisième promesse, c'est de dire, comme l'école incarne les valeurs de la démocratie, la tolérance, la confiance dans la raison, le respect de la loi, enfin toutes ces vertus civiques qui sont au cœur du projet républicain. Donc plus on va à l'école longtemps, plus les valeurs de la démocratie vont se développer. Et le constat qu'on fait, évidemment, n'est pas exactement celui-là. C'est-à-dire que les inégalités, le poids des inégalités sociales n'a pas été tellement réduit. Alors, il faut être nuancé. Par exemple, les filles sont les grandes gagnantes de la massification, scolairement. Elles sont meilleures à l'école et ensuite elles ont des problèmes sur le marché du travail parce qu'elles font des enfants, et ce genre de détails. Petit détail. qui comptent, mais enfin, quand même. Bon, je veux dire, aujourd'hui, par exemple, les filles sont presque, je crois même, elles sont majoritaires en médecine. Quand j'étais étudiant, il n'y en avait pas beaucoup. Alors avant, il y en avait pas du tout. Elles sont majoritaires dans la magistrature. Bon, je veux dire, bon. Donc,
on a eu des progrès, mais au fond, si vous regardez ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué, ben c'est pas près toujours les mêmes, sauf que, et ça c'est un grand changement, avant ça se jouait dans la naissance, c'est-à-dire l'école est pas pour moi, disaient les enfants du peuple, et l'école est pour moi, c'est une évidence, disaient les enfants de la bourgeoisie. Aujourd'hui, ça se joue dans l'école. C'est-à-dire la production des inégalités, elle se fait dans les parcours scolaires. Ce qui fait qu'il y a un désenchantement à l'égard de l'école. Cette école qui était perçue comme juste, elle est extrêmement critiquée. Ça, c'est la première déception. Mais elle n'est pas française. Sinon que les Français sont plutôt, comparaison internationale, pas en notre faveur. C'est-à-dire qu'on est un pays dans lequel les inégalités scolaires sont plus grandes que dans les pays comparables et dans lequel le poids de la naissance sur les parcours scolaires est plus fort que dans les pays comparables. Bon. On sait pourquoi ? Alors, c'est très compliqué à expliquer. Je crois que ça s'explique fondamentalement par le fait qu'on a gardé le modèle élitiste de l'école d'autrefois et l'orientation par l'échec, grosso modo. Voilà. Qui est... dans les années 80, en Allemagne, vous n'êtes pas très bon, vous allez dans une école professionnelle, mais vous allez vous en sortir très bien. Tandis qu'en France, vous allez dans une école professionnelle parce que vous n'êtes pas bon et vous allez... On a une étiquette tout de suite. Voilà, une étiquette, etc. Ça, c'est probablement... En tout cas, la promesse de l'égalité des chances, de toute évidence, elle n'est pas tenue. La deuxième promesse du capital humain, elle est tenue très globalement, mais elle n'est pas tenue de la même manière pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous avez franchi les étapes sélectives, les diplômes vont être très rentables, mais si vous n'en avez pas, ça devient un handicap épouvantable. Et au milieu, vous avez une distance entre les compétences scolaires et les compétences professionnelles qui n'a cessé de se creuser. J'ai une licence d'anglais, ça prouve quoi ? Que j'ai fait 3 ans d'anglais, ce qui est très bien, je suis pas contre. Mais professionnellement, et un étudiant sur 2 va sortir de l'université, non sélective, enfin de masse, en ayant une activité professionnelle qui n'a aucun rapport avec sa formation. D'où le sentiment de déclassement, puisque, au fond, il faut faire de plus en plus d'études pour obtenir le même boulot que ses parents. Je donne toujours cet exemple. Moi, quand j'ai passé le bac, 18 ans, je pouvais être instit le lendemain. Pas mal. À l'époque, on pouvait. Ouais. Manquer d'instit et voilà. Aujourd'hui, il faut faire 5 ans d'études. Oui. Pour se retrouver instit. Bon. Donc, vous avez un phénomène de déclassement, de désajustement. Et au fond, qu'elle se pose de plus en plus la question de l'adéquation des compétences académiques et des compétences sociales et professionnelles qui sont pas exactement du même ordre. Et puis la troisième déception, qui est quand même probablement la plus lourde, c'est que il faut dire les choses, c'est un peu compliqué. Plus je fais des études, plus j'adhère aux valeurs démocratiques. Bon. Ça reste un vieux truc qui marche bien, mais dans une société où tout le monde fait des études, l'adhésion aux valeurs démocratiques est plus faible. Pourquoi ? Parce que, avec l'emprise scolaire, vous passez d'un monde, on va dire, de classe sociale, la naissance, le capital, etc., le monde, je sais pas, des romans du 19e siècle, de Zola, si vous voulez, voilà, de Mauriac, puisqu'on est à Bordeaux, à un monde de vainqueurs et de vaincus. Au fond, c'est l'image du tournoi de tennis. C'est-à-dire, vous rentrez dans ce monde, vous avez gagné. Scolairement, vous allez gagner socialement et vous trouvez que le monde est plutôt sympathique. Vous passez à l'échelon supérieur. Mais vous avez gagné, mais vous devez rien aux autres, puisque vous devez votre succès à vous-même. Bon, pourquoi pas ? C'est pas si grave, mais ça explique la haine à l'égard de Macron. Les élites arrogantes qui ont tout réussi, etc., etc. Mais quand vous avez perdu, vous devez votre échec à vous-même. Vous pouvez pas dire c'est le destin de classe. C'est que à l'école, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc, vous avez un clivage entre les vainqueurs et les vaincus qui n'est plus exactement le même qu'entre, je vais dire, la bourgeoisie et le prolétariat. Bon.
Et ce clivage-là, évidemment, alors ça c'est très fondé sociologiquement, mais les derniers, l'Angleterre, les États-Unis, les travaux de Piketty, etc., montrent que le diplôme devient un des facteurs déterminants du vote. Et si vous prenez le cas de la France, en 1981, l'élection de Mitterrand, grosso modo, le vote de gauche, c'est les ouvriers plus les petits fonctionnaires. Les ouvriers, les instituts et les profs, quoi. Voilà. C'est le vote de gauche. Aujourd'hui, tout cet électorat populaire, qui est populaire parce qu'il a échoué à l'école, je sais pas si je me fais comprendre, il a basculé vers l'extrême droite parce qu'il y a du ressentiment à l'égard de l'arrogance des savants, des dirigeants, des intellos, des journalistes, voire de l'école elle-même. On s'y est habitué, mais j'aurais jamais imaginé il y a 40 ans. Moi, il y a 40 ans, j'étudiais les émeutes des Minguettes, qui ont été les premières émeutes en France. J'étais dans ce quartier-là. En 83. 83. Les premières émeutes, c'est 81. Enfin, c'est juillet 81, peu importe. La marche pour l'égalité, c'est 83. On fout pas le feu au collège. Bon, les dernières émeutes, on fout le feu au collège. Et au collège, et au centre, et au centre de documentation pédagogique. Centre de documentation, à la bibliothèque, etc. C'est-à-dire, il y a de l'hostilité. Voilà. Alors ça, c'est très, très étudié l'électorat de Trump. Ils détestent les savants, les intellos, la côte Est, les universités, etc., etc. Donc vous avez un paradoxe qui fait que, au niveau des individus, plus j'ai fait d'études, plus j'adhère aux valeurs démocratiques, mais au niveau des cohortes, moins j'ai fait d'études, moins j'adhère aux valeurs démocratiques, et ça se fait de plus en plus tard. C'est-à-dire que le bac, ça suffit plus pour vous faire passer du côté démocratique, c'est ça. Côté entre guillemets, oui. Entre guillemets démocratique. Les autres étant aussi démocrates. Bon. Mais voilà, donc, alors ça c'est très 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 argumenté aux États-Unis. Il y a un type qui s'appelle Sandel qui décrit ça complètement. Mais on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc, au fond, les promesses ont été très partiellement tenues, les 3 promesses, et aujourd'hui, on a plutôt le sentiment qu'elles sont pas tenues du tout. Et évidemment, ça pose le problème de savoir. Alors, face à ça, vous avez la droite et l'extrême droite, enfin une partie de la droite et l'extrême droite, qui disent on revient avant. On sépare les garçons et les filles, on leur colle des uniformes, qu'il n'y a jamais eu dans l'école d'ailleurs française. Je le signale au passage. On sélectionne en 6e ou 3e, etc. Bon, évidemment, on ne dit pas ce qu'on va faire des vaincus. C'est quand même un problème un peu compliqué. Et de l'autre côté, vous avez les progressistes qui ont du mal à renoncer à ces 3 promesses et qui disent encore un coup. Je lisais dans un programme Front Populaire, 80% de bacheliers, c'est pas assez, il faut aller à 90. Mais on en rajoute une couche. Donc, l'idée que l'on défend avec Marie, c'est de dire il faut trouver une autre logique de scolarisation et il faut que l'emprise scolaire diminue. Il faut que l'école éduque. Ça, on est très attachés l'un et l'autre à l'école. Il faut qu'elle éduque, qu'elle apprenne des choses intelligentes, utiles, qu'elle ouvre au monde. Ça, on y est. Mais en même temps, il faut arrêter ce mécanisme d'emprise qui fait que ça se retourne systématiquement contre l'école. Je vais donner un exemple très bête pour me faire comprendre. Si vous êtes convaincu que le destin social de votre enfant se joue à l'école, vous faites n'importe quoi pour qu'il aille dans le meilleur établissement et vous paierez, et vous ferez n'importe quoi. Et je le reproche à personne. Dire comment faire autrement.
Et d'ailleurs, les gens des catégories modestes qui peuvent pas faire ça, on éprouve une frustration. Pourquoi moi, j'ai pas la possibilité de faire ce que les autres font. Donc, vous avez la production des inégalités, c'est pas simplement un effet de structure, pour parler de manière un peu abstraite, c'est-à-dire les inégalités sociales, de classe, ça joue évidemment beaucoup, mais c'est aussi un effet, c'est le résultat de l'action. Je veux dire, si je choisis la meilleure filière, le meilleur lycée, etc., c'est ce qu'on montrait dans le bouquin qu'on a fait que j'ai fait avec Najat Vallaud-Belkacem, c'est de dire, les riches se regroupent, bon, c'est pas très sympa, mais ok, mais les pauvres sont regroupés dans des établissements qui sont de plus en plus ghettoisés, dont le niveau s'effondre et qui finissent par brûler quand il y a une émeute. Bon, donc on peut plus continuer éternellement de cette manière, mais au fond, tout ça peut paraître un peu vague, mais moi je crois que l'industrie ça a été formidable. Ça a élevé le niveau de vie, de consommation de la population, même si les ouvriers c'était pas si drôle que ça, mais avant c'était pas très drôle non plus. Donc bon, mais c'est bien. Mais il y a un moment où faut arrêter. Et aujourd'hui, au fond, toute la réflexion, c'est de dire, il y a un moment où on peut pas continuer à produire des voitures, on peut pas continuer à détruire la nature, on peut pas continuer, et on peut pas continuer à dire, il faut en faire encore plus pour que ça aille mieux, parce que c'est voilà. Eh bien, je crois que pour l'école, c'est ça. Sauf que pour l'école, c'est difficile à penser parce que, je répète, on a une image un peu enchantée de l'école. Mais je crois que je crois que ce qu'on dit avec Marie, ça me fait toujours penser au secret de Polichinelle. Vous savez, le secret de Polichinelle, c'est le secret que tout le monde connaît, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il faut pas le dire. Voilà. Bien, j'ai l'impression que ce qu'on dit sur l'école, c'est un peu le secret de Polichinelle, c'est-à-dire, au fond, tout le monde le sait, mais on ne touche pas à l'école et au système en place. On ne peut pas toucher à l'école parce que éduquer, c'est mieux que pas éduquer, etc. C'est ce qui est pas toujours vrai. Quand vous dites que voilà, l'ascenseur social dans les années 60, ça marchait avec l'école, aujourd'hui, cet ascenseur, c'est une hérésie, il marche plus, enfin, je veux dire, il n'existe même plus. Non, Comment est-ce que vous il marche. L'imagez. L'ascenseur, il marche. Il y a toujours des gens qui ont des origines modestes, qui, grâce à l'école, montent. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est que, et je n'ai pas la nostalgie du système d'avant, c'est que peu de gens empruntaient l'ascenseur. Les Albert Camus, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, de gens orphelins de père et dont la mère était analphabète et qui sont Albert Camus. Il n'y en avait pas... Bon. Alors, il n'y avait pas que des fils de paysans qui devenaient instits, etc. Il y en avait, mais c'était des destins individuels dans un mécanisme général de reproduction. Aujourd'hui, on change la règle du jeu, on dit tout le monde est non seulement a la chance de faire ça, mais tout le monde a le devoir de faire ça. Et donc, vous changez complètement la règle du jeu. Il y a toujours des gens qui montent, mais évidemment, l'école est toujours en dessous de ses promesses. Parce que c'est pas l'école qui définit les positions sociales. Je veux dire, si vous formez si 60%, ce qui est le taux aujourd'hui de gens sont dans l'enseignement supérieur, il n'y a pas 60% de cadres supérieurs. Bon. Voilà, c'est comme ça. Sans compter que vous avez aussi des mécanismes internes à l'école qui font que la logique académique fait que on va avoir l'acquisition de compétences académiques qui sont parfois extrêmement éloignées des compétences professionnelles. Qu'est-ce que tu sais faire, quoi? Donc, ce qu'on suggère, nous, c'est de dire il faut faire que tout le monde ait ce à quoi il a droit, ce qui n'est pas facile, et en même temps de diversifier les parcours pour que chacun ait, comment dire, pour qu'il y ait plusieurs manifestations du mérite.
Voilà. Et moi, je suis très, très sensible à ça, parce que quand je vois des gens dont le métier est a priori peu qualifié, je suis toujours fasciné par le fait qu'ils ont des compétences incroyables. Et beaucoup plus de compétences que moi, compétences académiques, mais qui ne suis pas foutu de faire un nombre considérable de choses compliquées. Donc, vous donnez, dans le livre, vous donnez l'exemple du mécanicien de la moto. C'est un livre célèbre, oui. Qui a des compétences que la plupart des gens n'ont pas, parce qu'il faut de la compétence situationnelle, de résolution de problèmes, de trouver... Mais vous pensez aux compétences des aides-soignantes, vous pensez aux compétences des gens qui actuellement sont chauffagistes et vont changer le système de chauffage, etc. C'est des compétences que la plupart n'auront jamais. C'est vrai. Mais qui sont dévalorisées parce que scolairement, parce qu'on reste dans une société qui pense qu'il est juste d'indexer le statut et les revenus sur le diplôme. Bon, évidemment, c'est pas juste, parce qu'il n'y a pas de raison que le mérite scolaire soit la forme ultime et générale du mérite. Ça, c'est pas justifiable. Et la seconde, évidemment, raison, c'est que c'est totalement absurde, parce que y a des distances considérables entre les uns et les autres. Et ça, c'est peut-être une caractéristique française, c'est que, au fond, on pense à juste titre que les inégalités liées au marché sont injustes. En France, moi, je suis plutôt français de ce point de vue-là, je pense. Mais on pense que les inégalités scolaires sont justes. Non, elles sont... est-ce que je mérite mon mérite ? Voilà. Ou est-ce que j'ai bénéficié d'un système qui me met en valeur ? Oui, et puis est-ce que mes parents, le hasard, la chance, etc. Dire un tas de choses. Je dis pas qu'il n'y a pas de mérite, évidemment. Mais l'idée qu'il y a une conception du mérite qui est la forme, comment dirais-je, centrale, et puisqu'on est à Bordeaux, on est dans le pays de Montesquieu, au fond, un monde, certainement un peu à la Montesquieu, un monde qui dirait il y a plusieurs manifestations du mérite, est un monde plus juste qu'un monde qui dit il n'y a qu'une manifestation du mérite. Parce que je peux jouer dans plusieurs types de compétitions. Bon, j'ai plus de chances de m'en sortir. Alors qu'aujourd'hui, le système fait qu'il y a une seule voie. Alors, c'est compliqué. Le système fait qu'il n'y a qu'une seule voie. Alors, en même temps, on s'aperçoit que c'est en train de changer en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un BTS académiquement faible, ça peut être nettement mieux qu'une licence académiquement plus forte. Et d'ailleurs, ça sélectionne en BTS plus qu'en licence, etc., etc. Donc, il y a une revanche aujourd'hui qui, pour moi, est une assez bonne nouvelle. Enfin, d'un certain type de formation qui était considéré comme très en bas et qui, ma foi, se révèle pas si mauvaise que ça. Mais il faut faire très attention parce que on peut pas confier ça simplement aux entreprises, etc. Donc il faut quand même faire un peu attention. Mais on ne peut plus. L'idée de ce livre, c'est qu'on ne peut plus continuer éternellement et faire comme si. Voilà. Je veux dire que avant on sélectionnait au bac. Avant le bac, c'était pas très juste. Maintenant, on sélectionne 3 ans après le bac. C'est peut-être encore moins juste. Parce que c'est un long investissement, ça coûte cher aux individus, ça coûte cher à la collectivité, et après. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept, vous en avez beaucoup parlé là, du déclassement et de la fracture que ça crée aujourd'hui ? Alors, le déclassement, si on regarde les chiffres, le déclassement, c'est par rapport à ses parents. Je suis dans une catégorie plus basse que celle de mes parents. Bon. Alors, si on regarde les chiffres, il n'y a pas tellement de déclassement en France. Il n'y a pas tellement de déclassement objectif. Bon. Il y a des gens qui montent, donc il y a des gens qui descendent, mais c'est pas un phénomène extrêmement massif, le déclassement. En revanche, le déclassement subjectif qui fait que je suis monté dans le système scolaire pour découvrir que à la fin, je suis à la même position, etc. Là, il y a un sentiment de déclassement subjectif. C'est-à-dire, j'ai fait plus d'études pour, à la fin, me retrouver dans la même situation. Donc, j'ai le sentiment d'être déclassé parce que j'avais l'aspiration
De grimper. De grimper. Alors ça, c'est très très fort. Ça, c'est évidemment très important. Et puis, ce qui est caractéristique de la société française, c'est que puisqu'on n'hérite plus, ce qui est une bonne chose de sa situation, eh bien, il y a une peur du déclassement qui explique d'ailleurs le vote. Hein, c'est-à-dire, j'ai le sentiment qu'on est menacé de tomber. Alors, ça se joue toujours par rapport aux élites qui donnent le sentiment, machin, mais par rapport aussi aux gens qui sont classés plus bas, dont on a l'impression qu'ils sont une menace. C'est-à-dire que, au fond, quand j'ai peur d'être déclassé, j'en veux aux riches et j'en veux aux pauvres. Parce que les riches s'en vont et les pauvres ça se rapprochent. Je vais donner un exemple qui est dans l'actualité politique. On parle du salaire à 1 600 €, du SMIC à 1 600 €. J'ai aucune idée économique. Des économistes disent c'est pas un problème, d'autres disent c'est un problème, peu importe. Mais si vous montez le SMIC à 1 600 €, ce qui est probablement une très bonne chose, enfin je veux dire, je ne discute pas. Tous les gens qui gagnent 1 800 € se sentiront plus pauvres. Donc auront le sentiment, alors qu'ils n'ont pas bougé, auront le sentiment d'être déclassés. Je peux vous dire comment ils vont voter. En fait, il faudrait augmenter toute la classe sociale pour qu'il y ait cet effet de décalage. Si on décale que le bas... Je dis pas qu'il faut augmenter, mais j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que les mécanismes sociaux, eux, sont parfaitement prévisibles. Je veux dire, si vous êtes un enseignant qui gagnait 2 000 € et que le SMIC est à 1 000 €, vous dites quand même, je gagne 2 fois plus qu'un SMICard. Si le SMIC est à 1 600 €, vous dites, est-ce que ça valait le coup que je fasse tant d'études? Voilà. Ça, c'est la cruauté de la sociologie. Je veux dire, c'est pas de la morale, ça n'a rien à voir. Ce qui fait que aujourd'hui, vous avez un sentiment très très fort de déclassement et une peur du déclassement extrêmement forte. Au fond, si les gens ont des stratégies si dures sur l'école, c'est parce que la peur du déclassement domine. Si j'appartiens aux classes moyennes supérieures, il faut que mes enfants réussissent à l'école. C'est impératif parce qu'il suffira pas qu'ils aient hérité de mon pavillon de banlieue. C'est clair. Et il n'y a rien de garanti pour eux. Donc, vous voyez que ce sentiment de déclassement, il se manifeste, c'est assez troublant dans toutes les professions. Les médecins ont le sentiment d'être déclassés, alors qu'ils ne le sont pas. Les profs ne sont pas assez bien payés, mais ils ont le sentiment d'être déclassés, alors qu'ils ne le sont pas. Mais ce sentiment est extrêmement puissant. Et est-ce que ça a un effet qui se répercute sur la santé mentale des élèves? Il y a plus de stress généré par les parents qui ont cette pression de vouloir que leurs enfants restent au moins dans leur catégorie sociale. Je ne peux pas vous répondre à ça. Est-ce qu'il y a plus de stress qu'avant? J'en sais rien. Ce que je peux dire, c'est que les comparaisons internationales montrent que les élèves français sont stressés. Bon. Pourquoi? Parce que ils ont le sentiment, et Parcoursup a considérablement accentué ça, qu'ils jouent leur peau tous les matins. Bon. Et ça, c'est un sentiment qui apparaît dès le collège, dès le lycée? C'est un sentiment qui à mon avis, se manifeste de plus en plus tôt maintenant, puisque tout le monde a bien compris que mes performances scolaires en 6e vont déterminer tout. Bon. En plus, on a des systèmes style Pronote, qui font que les gamins ont leurs notes, c'est sur un programme informatique, les parents y accèdent, tout compte. Vous me demandiez d'évoquer ma scolarité. Moi, j'ai un bon souvenir de ma scolarité, c'était les compositions trimestrielles. Il y avait une note qui comptait par trimestre. Bon, vous jouiez votre peau dans la composition trimestrielle, mais vous la jouiez pas le reste du temps. Le reste du temps, c'était un échec, une mauvaise note en disserte, c'était pas un problème. Ce
qu'il fallait, c'était avoir une bonne note le jour de la compo trimestrielle. Aujourd'hui, moi, je m'étais rendu compte qu'un collégien qui passe à peu près 140 jours, 150 jours au collège, il a à peu près 100 notes par an. Oui. Il a 10 profs qui le notent chacun 10 fois, c'est pas beaucoup. Donc 2 jours sur 3, il est évalué. Donc vous passez d'un système qui était plutôt disciplinaire, un peu dur, puisque un échec c'était quand même un échec, à un système qui est plutôt du contrôle continu. C'est comme je sais pas, c'est comme s'il y avait des radars et des policiers partout quand vous conduisez votre voiture. Ouais, c'est-à-dire que vous êtes toujours sous contrôle. Et Parcoursup, évidemment, qui sera difficile de changer, je le signale au passage, parce que les systèmes antérieurs étaient pas terribles. Évidemment, on crée ça, c'est-à-dire que mes notes de seconde vont déterminer ce que je pourrais faire, à condition que je le sache, en rentrant au... Donc vous êtes dans un système, ça ressemble assez à du Michel Foucault, au fond. C'est-à-dire que vous avez des technologies disciplinaires. Voilà. C'est pas brutal. C'est plutôt moins brutal que le système que j'ai connu, avec des punitions, des machins, mais ça n'arrête pas. Voilà. Et donc les élèves sont stressés, beaucoup. Ceux qui perdent disent moi je joue pas le jeu, je suis contre, et donc les établissements finissent par brûler, ou bien ils pourrissent la vie des profs. Enfin, ils disent moi vous me faites jouer à un jeu où je suis sûr de perdre, donc pas la peine de... Alors ces élèves existaient, mais ils étaient rapidement hors de l'école. Tandis qu'aujourd'hui, ils sont tenus à l'école de plus en plus longtemps, et ça peut créer quelquefois, beaucoup d'enseignants le dénoncent, au fond, le sentiment que ce jeu est un peu vide de sens, que les notes veulent plus dire grand-chose, que les contrôles se multiplient mais n'apprennent rien. Enfin bon, il y a quand même un sentiment de crise pédagogique. Enfin, beaucoup d'enseignants, en tout cas, le disent. Ils disent, bon... à quoi je sers, quoi. Là, c'est un podcast qui s'adresse surtout aux parents, encore qu'il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui écoutent. Est-ce qu'on a un pouvoir de quoi que ce soit en tant que parents, où on met nos enfants dans une machine à laver quelque part qui va les essorer et ressortir Non, les parents ont un pouvoir considérable pour deux raisons. La première, c'est que quand même, ça reste très classique, c'est les conditions de vie, d'éducation qui jouent un rôle dans le succès scolaire. Bon, ça reste. Je veux dire que on s'aperçoit que par exemple au moment d'entrer en 6e, le taux d'enfants qui savent déjà lire chez les cadres est 3 fois supérieur à celui qu'il est chez les ouvriers. Donc c'est bien, ils ont appris à lire pas qu'à l'école, ou en tout cas ils avaient des soutiens à côté, etc. Ils ont, je crois, quelques centaines de mots de vocabulaire de plus. Enfin, les conditions d'éducation jouent un rôle essentiel, et les parents le savent. Les parents le savent. Alors, ce qui est désolant, c'est qu'il y en a qui ils le savent tous, il y en a qui savent comment faire, il y en a qui savent pas comment faire. C'est un peu compliqué. Et puis, les parents ensuite ont des choix stratégiques. Par exemple, vous vous rendez compte que, alors ça vaut pour les grandes villes évidemment, comme Bordeaux, je vais choisir mon lieu de résidence en fonction de la qualité supposée de l'établissement scolaire. Quand je m'intéressais de près à tout ça, il y a encore une vingtaine d'années, je choisissais l'allemand, pas parce que j'aimais l'allemand, mais parce que je savais que la 4e allemand, c'était la meilleure 4e du collège, où je faisais le latin. Enfin, bon, alors, le problème, c'est que quand vous avez des inégalités qui sont définies tout au long d'un parcours, toutes ces petites inégalités finissent par être considérables. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Naguère, vous avez une inégalité de base, les bourgeois, les prolos, pour dire les choses, les garçons, les filles,
Bon, ça jouait massivement avec quelques individus qui échappaient à ces lois extrêmement fortes. Aujourd'hui, les inégalités, c'est l'accumulation, c'est l'agrégation, c'est la multiplication de petites inégalités qui se multiplient et qui, à la fin, vont faire de très très grandes inégalités. Et donc, les parents le savent. Et on s'aperçoit d'ailleurs, dans ce livre, on le raconte, qu'au fond, l'éducation familiale a complètement changé. Alors moi, c'est des choses que j'ai observées de près. C'est que d'une certaine manière, vous donnez à vos enfants la plus grande liberté possible, sous réserve qu'ils assurent à l'école. C'est-à-dire que le contrôle éducatif se fait moins sur des valeurs, des principes, des traditions, que sur les bonnes l'école. notes. Et je me rappelle quand j'étudiais, j'avais fait un livre avec les lycéens de Montaigne, de Cajus, etc. dans les lycées de Bordeaux. années 80, dans les lycées de Bordeaux. Les élèves me le disaient. Ils me disaient, moi, j'ai des bonnes notes pour avoir la paix. Tant que j'ai de bonnes notes, je fais absolument ce que je veux. Je sors, j'ai mes copains que je choisis, etc. J'achète la paix. Ce qui paraît un calcul assez rationnel. Évidemment, si j'ai des mauvaises notes, on va commencer à s'inquiéter sur mes fréquentations, mes loisirs, et on va commencer à me pourrir la vie. Donc vous avez un mode éducatif qui a basculé, si vous voulez. C'est-à-dire que au fond, traditionnellement, vous aviez dans l'école française une séparation de l'enfant et de l'élève. L'enfant, c'était la famille, l'élève, c'était l'école, et c'était des mondes séparés. On a longtemps pensé qu'à cause de Françoise Dolto, tout un tas de choses, l'enfant allait devenir le roi à l'école. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est le contraire. C'est que c'est l'élève qui envahit la famille. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas simple, c'est les attentes scolaires qui fixent les règles familiales. Alors dans les catégories favorisées, ça se fait, mais dans les autres, ça pose plus de problèmes. Mais personne n'échappe à l'emprise de l'école sur la vie familiale. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça dicte. Voilà, où on a aussi des cas, si vous voulez, quand on va s'interroger sur les problèmes des enfants parce que l'élève échoue. C'est parce que l'élève a des problèmes scolaires qu'on va se dire est-ce qu'il n'aurait pas des problèmes personnels par ailleurs. Mais s'il n'a pas de problème scolaire, il peut avoir tous les problèmes personnels qu'il veut. Voilà. Dans le livre, vous abordez le thème des soft skills, parce que vous expliquez qu'aujourd'hui, nos diplômes ne nous permettent pas forcément d'avoir des compétences professionnelles. Et vous dites que c'est la clé de l'avenir, ces soft skills. Est-ce que, déjà, vous pouvez définir ce que c'est pour celles qui connaissent pas, et est-ce qu'on les enseigne à l'école? Ou est-ce qu'on les apprend ailleurs? Alors, les soft skills, c'est pas forcément l'avenir. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez dans la plupart des exercices professionnels, un tas de compétences qui sont des compétences qui s'acquièrent dans le milieu professionnel, qui sont la capacité d'avoir des relations avec les autres, la confiance, l'autorité, la capacité d'organiser son temps, son travail, etc., etc. Ce qui fait d'ailleurs que quand des entreprises recrutent des gens très très qualifiés, elles prennent du temps pour savoir comment ils fonctionnent. Voilà. Bon, je veux dire, il y a un tas de métiers où c'est évident. Je veux dire, par exemple, les métiers du soin, c'est ça. Alors ça s'apprend, mais ça s'apprend pas à l'école. L'école ne peut pas les apprendre. L'école peut apprendre. L'école pourrait faire mieux en apprenant le débat, la discussion, le respect des règles. On aurait beaucoup de progrès à faire, mais tout ça, ce sont c'est des formes de mérite qu'il faudrait reconnaître et au fond, un de mes collègues avait écrit un livre qui s'appelait « Quand on n'a que le diplôme », un collègue de Bordeaux qui s'appelle Romain Delesse et qui montrait que quand un étudiant quittait la fac avec sa licence, eh bien, il passait des mois et des mois à essayer d'acquérir des compétences dans des jobs.
dans des boulots pour apprendre ces fameuses soft skills. Alors ça veut tout et rien dire, les soft skills, mais ça veut dire que les compétences académiques ne sont pas les seules. Alors vous avez des formations, moi, que j'aime bien, les formations professionnelles. C'est pour ça que j'ai une tendresse pour les formations professionnelles, parce qu'on y apprend à la fois le savoir et le métier. Bon, je veux dire que si vous prenez la formation d'un médecin, alors il a des compétences en biologie, et même en mathématiques qui ne servent pas à grand-chose pour son boulot, mais peu importe. C'est-à-dire, il a des compétences académiques, mais ensuite il va à l'hôpital. Son métier, il apprend à l'hôpital. Bon. Un ingénieur, il a des compétences en physique, mais pas pour devenir physicien. Pour faire un métier. Donc, ça marche pour les élites. Ça marche aussi pour les moins bons, paradoxalement, qui font de l'alternance, de l'apprentissage pour apprendre à côté. Mais pour la grande masse des étudiants de la massification, ça n'existe pas. Il y a une rupture, en fait, entre leur parcours scolaire et d'un coup leur entrée dans le monde professionnel où ils n'ont jamais été confrontés à ce que veut dire être un salarié, plus ou moins. Un salarié ou un entrepreneur ou n'importe quoi. Je veux dire que le mérite scolaire, ça reste un mérite académique. Donc l'écart se creuse fatalement. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Beaucoup de recruteurs commencent à dire le diplôme, c'est pas essentiel. Beaucoup de gens qui ont fait des formations. Alors c'est l'inverse, mais c'est assez sympa aussi, des formations, je sais pas, techniques pointues ou commerciales pointues, et qui déclarent au bout de 3 ans, mais moi, j'ai jamais voulu faire ça. je fais complètement autre chose. Il y a une distance. Enfin, il y a une distance entre le monde social et le monde scolaire. Voilà, ça c'est. Et cette distance, on pourrait l'abolir en multipliant les opportunités de formation, en brisant ce qu'on propose, comme le font d'ailleurs les pays scandinaves, le calendrier des âges. Et dans le modèle français, c'est je vais à l'école, je fais de bonnes études, je fais que mes études, et quand c'est fini, ça s'arrête. Bon, il y a un tas de pays où vous faites vos études, vous arrêtez, vous bossez, vous revenez, vous reprenez. Voilà, c'est... Les Danois ont un système assez formidable. Ils disent chaque individu, après qu'il ait passé son bac, a droit à l'équivalent de 6 ans de formation. Mais pas forcément en continu. Mais il les prend quand il veut. Ou il les prend pas. Voilà. Donc il y a une capacité d'exploration et de se confronter à la vie. Donc, le mérite scolaire, c'est pas le seul, l'alpha et l'oméga du... Du coup, c'est quoi les solutions que vous donnez pour que cette massification ne vienne plus donner de l'emprise scolaire qui donne ce sentiment de déclassement? La première chose, c'est que dans un système d'égalité des chances, la question la plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait des vaincus? Bon, ça, c'est une question qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que tout le monde vous dit l'égalité des chances, c'est formidable, c'est incontestable. Enfin, je conteste pas évidemment le principe de l'égalité des chances, mais c'est un système qui suppose à la fin des vainqueurs et des vaincus. Alors on ne raisonne en France que sur les vainqueurs, c'est-à-dire combien d'enfants d'origine immigrée vont rentrer en Sciences Po, etc. C'est-à-dire qu'on raisonne toujours à partir des vainqueurs. On est scandalisé par exemple par le fait qu'il y ait peu d'enfants de pauvres dans les grandes écoles, mais pas du tout scandalisé le fait qu'il y ait que des enfants de pauvres dans d'autres. Ça ne choque absolument personne. Bon. On est scandalisé par le fait qu'il y ait peu d'enfants de catégorie sociale dans les grandes écoles parisiennes, mais le fait qu'un enfant sur 4 qui rentre en 6e sache pas vraiment lire et écrire, qui est quand même un problème nettement plus compliqué, nettement plus lourd, si je peux me permettre. Ça fait un entrefilet dans le journal. Bon, donc il faut bien comprendre que dans un système dans lequel nous sommes, qui est l'idée que chacun a le droit de faire valoir son mérite pour accéder à une position sociale, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait des vaincus? Alors, c'est une question qui a été posée par le grand philosophe politique américain qui s'appelait Rawls, qui disait l'égalité des chances, c'est possible à condition que le sort des vaincus s'améliore. Voilà.
Donc ça reste une question essentielle et qui fait que un des problèmes que l'on doit dire, c'est tout le monde va à l'école jusqu'à 16 ans. Qu'est-ce qu'on peut exiger de l'école? Et ça, je crois que c'est fondamental. C'est-à-dire que si on a des gamins qui, à 16 ans, ne savent pas vraiment lire, écrire, compter, sont fous de colère contre l'école, on le paiera. Et on le paye, si je peux me permettre. Bon. Et ça, c'est bien plus important. Je suis favorable parce que les enfants de pauvres accèdent à Sciences Po. Mais enfin, l'unité de compte, à Sciences Po, c'est quelques centaines. Là, c'est plutôt des centaines de milliers, l'unité de compte. Donc, vraiment, c'est tout à fait fondamental. Donc, il faut mettre le paquet sur la formation des enseignants, sur qu'est-ce qu'on attend de l'école, redéfinir les curriculums, les méthodes d'apprentissage, faire qu'on ne soit pas obsédé par l'idée que chaque année, c'est la propédeutique de la suivante. C'est-à-dire que le programme de 6e, il est fait pour entrer en 5e, qui est fait pour entrer en seconde, qui est fait pour entrer en prépa. Vous voyez, il faut dire, c'est fondamental. C'est le salaire minimum. C'est ce qu'on doit à tous, y compris aux pas bons. Et ça, c'est la question fondamentale. C'est-à-dire, on ne peut pas faire poser une massification sur des piliers qui sont aussi instables, d'autant plus qu'on fait passer tout le monde. C'est-à-dire que les gamins sont... un gamin sur 4 sait pas lire en entrant en 6e, il n'empêche qu'ils se retrouveront en fac. Enfin, tout le monde dit c'est bidon, bien sûr. Et donc, déception, amertume, ressentiment, les profs en ont marre, enfin bon, il y a quelque chose qui va pas. Donc, je crois qu'il faut mettre le paquet, et c'est compliqué parce qu'il faut mettre des moyens, il faut former les enseignants. Moi, je pense que l'enseignement est un métier, et que métier, ça s'apprend. Je veux dire que si on formait les pilotes de ligne et les médecins comme on forme les enseignants, c'est-à-dire en disant vous avez un haut niveau académique et quelques stages et ensuite prenez les commandes d'une salle d'opération ou d'un avion, on n'irait pas beaucoup à l'hôpital et encore moins dans un avion. Voilà, bon, non, mais j'ai un peu honte de dire ça, mais quand même, ça va pas. Et les comparaisons internationales jouent contre nous de ce point de vue-là. Donc, il faut valoriser le métier, il faut que ça soit un métier, que ça s'apprenne, et qu'on ait cet objectif. Ensuite, je crois qu'il faut briser le monopole du mérite scolaire. Ce qui va être perçu, que notre livre sera perçu comme un manifeste néolibéral, tas de bêtises, etc. Mais de dire, il faut que les individus aient plusieurs opportunités de manifester leur qualité, leur talent, etc. Et donc, à côté de l'école, il faut que les associations, les syndicats, les entreprises, tout ça étant évidemment contrôlé, participent à la formation des individus. On ne peut pas, voilà, exiger toute l'école, scolariser en permanence le monde. Et quand on regarde d'ailleurs ce qui se passe dans la réalité, c'est ce que font les gens en fait. Mais c'est pas dans le modèle. C'est pas dans le modèle académique. Et puis, Marie et moi, on est des vieux cochons, d'une certaine manière. On croit quand même que le travail, c'est bien, que ça a de la valeur et qu'il faut valoriser le travail. Qu'il faut former les gens, que le travail soit plus intéressant, mieux payé. Or, avec l'emprise scolaire, vous dites que c'est un travail non qualifié, donc on peut y aller. Moi, je me rappelle... J'ai un bon souvenir du premier confinement. Parce que dans le premier, enfin, j'ai un bon souvenir, c'était pas très agréable, mais le premier confinement, on s'est dit, mais enfin, quand même, les caissières de supermarché, les éboueurs, les routiers, tous ces gens considérés comme ayant aucun mérite, ils sont quand même totalement indispensables. Si on n'est pas mort, c'est quand même grâce à eux. Les aides-soignants, les gens... Les aides-soignantes, etc. Voilà. 3 semaines après, on l'avait oublié, on est revenu au premier de la classe et avec cette idée absurde, si tout le monde est premier de la classe, tout le monde sera, évidemment, non. Il y aura pas les premiers de la classe parce que le système ne peut pas faire que des premiers de la classe, etc. Donc, il faut revaloriser aussi le travail. Il faut quand même dire, la question de fond, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut exiger de l'école
Mais je crois, disons, l'idée, c'est, on ne peut pas tout attendre de l'école, donc il faut savoir ce qu'on en exige, et ce qu'on exige, on l'exige. Et on le fait bien. Voilà. Alors qu'au fond, on en attend tout, et on n'en exige rien, d'une certaine manière. C'est un fourre-tout, en fait, où on se dit, bon, mais débrouillez-vous là-dedans, C'est et on vous donne déjà... L'expression est de Marie Duru, c'est de dire, au fond, c'est une contre-réforme, la massification. On change rien, et on fait rentrer de plus en plus de gens pour faire croire que ça change, mais en fait, ça change rien. Voilà. On fait illusion. Ouais. Et tout le monde est content, parce que tout le monde a le sentiment qu'il peut rentrer dans le système. Les vainqueurs restent les vainqueurs, et les vaincus restent les vaincus, mais c'est de leur faute. Et ça, c'est un gros problème, que ce soit... si je suis maltraité par mon patron, c'est de sa faute. Si j'échoue à l'école, c'est de la mienne. J'ai beau dire que c'est pas de ma faute, c'est de ma faute. La preuve, c'est que j'ai des copains qui arrivent du même milieu, qui eux s'en sont sortis. Donc, il y a une certaine cruauté du modèle de l'égalité des chances. Le modèle de l'égalité des chances est un modèle incontestable. Chacun a le droit de faire valoir son mérite, mais il se heurte à deux difficultés. Le premier, c'est qu'il est dur à mettre en place. Donc, une société n'y est parvenue. Et le second, c'est que c'est un modèle cruel. Il a un petit aspect darwinien, le modèle d'égalité des chances. C'est-à-dire, les vainqueurs ont gagné, ils méritent leur victoire, quoi. Et les vaincus méritent leur défaite. C'est quel modèle qui serait le plus approprié? Vous avez étudié, vous avez parlé des modèles des pays nordiques. Qu'est-ce qui serait le plus vertueux pour une société et qui a déjà été mis en place? Est-ce que ça existe? Alors, les comparaisons internationales sont quand même intéressantes parce que on s'aperçoit que les systèmes scolaires ont des climats scolaires très très différents. Bon, on parlait du stress, etc. Bon, ça compte. On s'aperçoit que l'amplitude des inégalités scolaires est pas le reflet exact des inégalités sociales. Okay. Alors, c'est-à-dire que si je compare la Suisse et le Brésil, il n'y a pas photo. Bon, le Brésil est une société plus inégalitaire avec un système scolaire plus inégalitaire. Bon, ouais. Mais si je compare la France et le Canada, l'école canadienne est moins inégalitaire, la société canadienne est plutôt plus inégalitaire que la société française. Donc, l'école joue un rôle propre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, il y a une marge de manœuvre considérable. Aujourd'hui, vous avez plusieurs modèles qui sont à l'œuvre. Longtemps, ça a été le modèle scandinave. Alors, le modèle scandinave, c'est un peu compliqué parce que notamment les Suédois sont en train de passer vers un modèle libéral qui devient très inégalitaire, avec choix illimité des établissements par les parents. D'accord. Donc, on a des ségrégations, on fuit, alors, comme toujours, vous fuyez les écoles où il y a des étrangers, des pauvres, vous regroupez, etc. Et puis vous avez de l'autre côté le modèle Singapour, qui était le modèle dont Attal faisait la promotion. C'est un modèle très efficace, plutôt égalitaire, enfin, toutes choses égales par ailleurs, mais avec une pression sur les élèves extrêmement forte. C'est-à-dire, ils jouent leur peau et méthode efficace, pression, mobilisation des parents, bon, etc., etc. Ce qui fait que, au fond, ce qui a plutôt le mieux fonctionné, ça a été le modèle, c'était le modèle scandinave-finlandais, c'est-à-dire très bonne formation des enseignants, une école, moi je suis allé avec un climat qui est quand même incroyablement, pas cool, mais apaisé. Des profs qui déjeunent avec leurs élèves, des activités sportives, beaucoup de choses que l'on fait, etc., etc. Et puis des systèmes qui font que si vous n'êtes pas dans le mérite scolaire traditionnel, vous allez trouver des formations professionnelles de très bon niveau, qui sont très bien payées, etc. Donc, c'est vers ça qu'il faudrait tendre.
Alors qu'en France, on est quand même un peu prisonnier de l'idée que l'excellence scolaire, c'est très, très caractéristique et très défini. Et puis qu'ensuite, vous êtes dans de la distillation fractionnée de plus en plus loin de ça. Mais je crois que la question que l'on pose, qui est un peu iconoclaste en France, mais je répète, la littérature internationale, tout le monde se la pose. On ne peut pas continuer indéfiniment, d'autant plus qu'il y a une rentabilité. Alors ça, c'est un thème qui m'embête parce qu'il est plutôt réac. Mais bon. Mais il y a quand même une rentabilité décroissante des études. C'est-à-dire que on scolarise de plus en plus longtemps, le niveau monte, mais il monte de moins en moins. Ok. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que au début de la massification, une année scolaire de plus, ça se voyait dans les compétences. Et puis au fur et à mesure du temps, une année scolaire de plus, ça se voit de moins en moins. Donc il y a aussi, si on raisonne avec la métaphore industrielle, il y a un système il y a beaucoup d'entropie. Et d'ailleurs, les enseignants le disent. Et ils le disent. Ils disent, au fond, alors ça ne dépend pas que de l'école. Hein, je veux dire, il y a aussi, on n'en parle pas beaucoup parce que Marie et moi, on n'est pas très très savants et très au courant de ça, mais il y a quand même une révolution qui est tout à fait considérable, c'est celle des écrans. Aujourd'hui, vous me parliez de l'école que j'ai connue. Moi, l'école que j'ai connue, j'avais le choix. Pour des choses rapidement, j'avais le choix. Pour comprendre vaguement le monde dans lequel j'y vais, j'avais le choix entre l'école ou l'école. À peu près. Quelques mouvements de jeunesse, mais enfin, grosso modo, l'école ou l'école. Bon, aujourd'hui... On a tout. Non, mais aujourd'hui, les élèves passent beaucoup plus de temps devant leur téléphone que devant le tableau noir. Donc, il y a aussi un affaiblissement de la culture scolaire. La posture de l'école face au savoir. Elle est de moins en moins efficace parce qu'elle a de moins en moins de temps de cerveau, d'une certaine façon. Et on a accès à un tas d'informations auxquelles on n'avait pas accès sans l'école. Je pouvais prendre mon prof d'histoire pour un savant. Si j'avais eu un téléphone portable avec la totalité des informations disponibles, peut-être que j'aurais trouvé que mon prof d'histoire, il n'était pas si savant. Si Wikipédia existait. Ben, évidemment. J'aurais peut-être découvert d'ailleurs qu'il faisait son cours avec Wikipédia. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Oui. Non, mais ça va être une révolution. Il est évident que ça va être complètement... on le voit, je veux dire... On le voit, par exemple. Alors, je dis pas ça sur un mode nostalgique, mais le rapport au livre est en train de changer complètement parce que l'intelligence artificielle, contrairement à ce qu'on dit, elle est intelligente. Elle fait de très très bonnes dissertes. Voilà. Non, mais ça va être un problème. Donc, en plus de l'effet massification, il y a peut-être un effet culturel décisif. J'ai beaucoup de mal à le dire, mais après tout, il y a eu une révolution au début du XVIe siècle, c'est que le livre a été accessible. Jusque-là, à l'école, il n'y avait pas de livre. Il n'y avait que le maître qui avait un livre. Puis tout le monde s'est mis à lire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la fin de ce monde-là et qu'on entre dans un cadre où là, l'école peut se trouver complètement... déstabilisé et obligé de se redéfinir. Moi, j'avais vu des écoles à Chicago. C'était pas l'intelligence artificielle, mais quand même, chaque élève était devant son écran en classe et avait un programme qui lui était destiné qu'à lui. C'était plus la classe. C'est-à-dire, l'enseignant lui filait ce qui lui allait à lui. C'est-à-dire que c'était un enseignement totalement individualisé. Et ça change le rapport aux autres, le rapport à soi. Enfin, c'est pas que de la technique. On est à l'aube de bouleversements qui vont je pense que se matérialiser. Oui, qu'on va. Ce que nous décrivons me semble évidemment un peu aller de soi,
Mais il est probable que le changement des technologies va jouer un rôle bien plus décisif. Oui. Merci beaucoup, François. Merci. C'était très dense. Il y a beaucoup de connaissances. Je sais que vous, c'est votre quotidien, votre métier, donc vous ne découvrez rien. Mais c'est vrai que pour beaucoup de parents, quand on met nos enfants à l'école, on ne sait pas trop ce qui s'y passe non plus et on ne comprend pas forcément tous les rouages, vous l'avez signalé. Et c'est important, je pense, de savoir ce que ça va permettre ou pas à nos enfants, cet accès au savoir, à l'éducation et ce qui aujourd'hui se joue au final à l'école. Et merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'ici. Bon, vous êtes bordelais, donc vous n'avez pas fait un très grand voyage. Et c'était très intéressant. Merci beaucoup, François. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.